bonsoir à Céré. Bonsoir à vous tous dans cette belle salle. Très heureux de vous recevoir dans cette belle salle de l'Union pour ces vœux, ces deuxièmes vœux de la mandature, puisque vous vous souvenez que pendant la pandémie, nous n'avons pas pu faire de vœux. Et très heureux de vous recevoir ici. Très heureux de recevoir Monsieur le Préfet, Monsieur Julien Baraillé de la région, Madame la Présidente du département, très chère Hermeline, Monsieur le Vice-président, très cher Robert, ainsi que Martine Roland, Monsieur le Président de l'AMF, Edmond Jourdan, merci d'être là ce soir. Mesdames et Messieurs les maires du Val-d'Espire et au-delà, Mesdames et Messieurs les élus de Céré, l'ensemble du conseil municipal, merci d'être présents ce soir à mes côtés. Madame la commandante de gendarmerie, Monsieur le commandant de la caserne des pompiers que j'ai vu qu'aussi qu'il y avait un Monsieur le curé qui était là, merci d'être là. Mesdames et Messieurs les présidents et présidents d'associations, et surtout à vous tous, chers Cérétans et Cérétanes, merci d'être là. Et avant tout, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche de santé, de bonheur pour vous et vos proches. Très heureux de vous accueillir à cette cérémonie des vœux, qui est un moment important et essentiel dans la vie de notre cité, un moment convivial entre nous. Ces vœux, cette année, je les ai voulu renouveler dans leur forme. Et comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que je porte une cravate. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je porte une cravate. Déjà changer de lieu, pour nous retrouver dans cette magnifique salle de l'Union, au cadre chaleureux et à l'acoustique parfaite. Par contre, je ne sais pas si c'est voulu, mais le jour de la cérémonie des vœux à la population, donc ça fait que la deuxième, il faut que l'actualité cérétane vienne bousculer les discours. L'année dernière, c'était un épiphénomène, le déménagement des déferlantes, on ne va pas revenir dessus, même si pendant un mois, on a fait le buzz dans tout le département. Un coup, je vais à Perpignan, un coup, je vais à Barcarès, etc., etc., je ne reviens pas. Par contre, aujourd'hui, c'est bien plus grave, et ça touche toute la population de notre vallée et au-delà. Et je me suis entretenu tout à l'heure avec Claude Ferré à ce sujet. Je sais que Brigitte Baranov, ma première adjointe, a eu déjà des premières réunions avec la directrice de la maison de la clinique. Et donc le sujet qui nous touche aujourd'hui, c'est la santé. Et puis je peux vous le dire qu'au niveau de notre collectivité, nos deux intercommunalités, nous menons un combat, je dis bien un combat, avec tous les élus, pour lutter contre la désertification médicale. Avec la mise en œuvre d'un plan local de santé, porté par nos deux intercommunalités, la création de maisons de santé et la création d'un centre de santé municipal sur Céré dès 2024. Et bien d'autres actions, bien sûr. Alors sachez que nous ferons tout pour maintenir à Céré notre clinique, et des rencontres, comme je vous l'ai dit, sont déjà prévues et vont avoir lieu dans les prochains jours avec le Haut-Val-d'Espire. Claude Ferré s'est associé avec moi dans cette démarche, et tous les élus du Val-d'Espire et du Haut-Val-d'Espire. Et je voudrais ici dire à mon nom et au nom du conseil municipal et de toute la population de Céré et du Val-d'Espire et au-delà, porter notre soutien à l'ensemble des équipes médicales et administratives de cet établissement. Et permettez-moi qu'on les applaudisse ensemble pour les services inestimables qui rendent au quotidien à nos populations. Merci à eux. Ce soir, je ne serai pas trop long, car aussi nous voulons changer la forme et le fond. Et cette année, je vais donner la parole, dans quelques instants, aux responsables de la vie culturelle, sportive, sociale, économique, ou citoyennes qui sont Céré et qui font de Céré ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville vivante, riche de culture, créative, solidaire et dynamique. Les vœux, c'est aussi un moment de se rappeler l'année écoulée et de se projeter dans l'année qui commence. 2023 aura été une année féconde et foisonnante, comme on les aime à Céré, avec la réussite de la fête de la cerise, la feria, la saison culturelle, la fête du livre, le carnaval, les concerts de jazz en tech et tant d'autres. Et de nouveaux grands rendez-vous dont l'engouement se confirme comme Coblissime à Aubéry ou le réveillon du Nouvel An à Place Picasso. Ce fut aussi la réussite éblouissante de la première édition du Festival des Mangas, ici même dans cette salle, le Festival de la Cerise sur le Château ou encore la grande exposition accompagnée de la venue de Yann Arthus Bertrand proposée par Lumière d'encre. En matière de réalisation, 2023 restera marqué comme l'année du lancement effectif des grands travaux promis dans notre projet de campagne. Grands travaux qui préfigurent le Céré de demain. Le nouveau plan de circulation, qui après une large concertation avec la population est en passe d'être adopté. Le démarrage de la construction du nouvel EHPAD, attendu depuis plus de 20 ans, qui s'inscrit dans l'extension du quartier de Nogared. La rénovation des artères majeures de notre cité, les avenues Clémenceau et de Gaulle, dont la première tranche est achevée avec la rénovation
du square Ramey, de la voirie, des réseaux, avec la création d'un nouvel espace végétalisé et d'un parking de plus de 50 places. Et je voudrais parler aussi de la requalification d'un site industriel de 2,5 hectares, fermé depuis plus de 70 ans, laissé à l'abandon en déshérence à l'entrée ouest de notre ville. Je veux parler du quartier de la Gare, qui aussi a fait dernièrement les premiers titres de l'Indépendant. Ce que je veux vous dire, c'est un quartier qui aujourd'hui va enfin vivre, redevenir un lieu actif, vivant, dans un espace urbain végétalisé. 130 arbres de différentes essences, et notamment des platanes, vont être plantés, offrant de multiples logements et services à nos concitoyens. Je vous dis ici, ce soir, ce sera sans aucun doute l'un des plus bels espaces urbains et végétalisés de notre ville. Quoi qu'en disent certains, esprits aigris et sectaires, en recherche de polémiques stériles et qui seraient bien incapables de gérer notre ville. Nous avons pris la mesure des défis à relever, qui nous attendent pour lutter contre le dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité. Nous sommes en train de transformer, façonner notre ville pour y faire face. L'an dernier, lors des vœux, j'avais annoncé ma volonté de transformer les espaces verts de la ville en fixant comme objectif de les faire sans arrosage en échéance de 3 ans. Je ne savais pas encore à quelles restrictions nous allions être confrontés. Nous ne sommes plus à une époque où nous pouvons nous permettre de gaspiller l'eau, comme cela a été trop le cas jusqu'ici. Pour les espaces verts, la transformation est en cours, nous formons un agent en conséquence. L'eau s'est révélée au grand public comme une préoccupation essentielle. Rappelez-vous, au printemps 2023, la réunion publique que nous avons organisée dans cette salle de l'Union, archi-comble, avec des intervenants de grande qualité qui nous ont permis d'expliquer en détail la situation sous ses différents aspects. Nous avons fortement limité la consommation publique. Nous avons aussi respecté la réglementation en le faisant avec discernement. Nous avons réussi à ouvrir la piscine cet été dans le cadre d'un dispositif de solidarité intercommunale. Tout cela pourrait paraître anodin, mais ces efforts collectifs nous ont permis de diminuer nos consommations de plus de 15%. Il faut continuer et nous devons aller encore plus loin dans la gestion de l'eau. Toutes les économies possibles sont à recenser. Nous devons tous nous y engager, la ville et ses services, chaque ménage, chaque utilisateur. Plusieurs adjoints sont mobilisés sur ces questions d'approvisionnement en eau et usage de l'eau, et c'est toute une équipe qui ne compte pas ses heures ni son énergie pour contribuer à améliorer la vie à Céré, transformer la ville. Avant de laisser la parole à mon équipe, je voudrais remercier le département et sa présidente, Amélie Malherbe, ainsi que la communauté des communes de Val-Espire, la région, tout comme l'État, toujours présente à nos côtés et qui nous alloue chaque année des financements indispensables pour la réalisation de beaux projets. Merci à vous. Et je voudrais aussi évoquer un dernier sujet, si vous le permettez. Nous développons des échanges, des projets en commun avec certaines communes, comme avec Canet-en-Roussillon, Figueres ou encore, par ailleurs, Bagnols. Au travers de ces échanges, projets, jumelages, partenariats, nous affirmons... Ah, il me manque de mal. Alors Ah, c'est là, vous inquiétez pas. Nous affirmons l'identité forte de Céré, nous fabriquons ainsi ensemble de l'intelligence collective, au service de nos communes, de nos territoires. Nous n'en sommes qu'au début. C'est ainsi que nous redoublons de clin d'œil en direction de Collioure, avec qui nous sommes liés par des liens très forts et très anciens. Nous avons le même sens du patrimoine, de la vie culturelle. Avec Canet, deuxième ville du département, nous avons décidé de passer la vitesse supérieure. Nous allons signer officiellement un pacte d'amitié. On se prépare à monter des programmes de financement européens, en lien également avec Figueres pour initier ensemble une stratégie de développement d'un tourisme sur l'art culinaire méditerranéen. Sur Céré, nous projetons de créer un nouveau musée, un musée vivant, un musée des agrumes du monde, pour mettre en valeur la collection des agrumes constituée par Bénédicte et Michel Bachès. Ce sera un parcours dans le monde merveilleux des agrumes, magie de ces arbres, de ces fruits, de leur provenance, leur histoire, leur géographie. Nous avons déjà 450 variétés et cela va devenir autant de rêves à partager et de découvertes à venir à faire ensemble, à Céré. C'est pourquoi, en clôture de cette cérémonie, et pour terminer sur une note plus fraîche et acidulée comme un bon jus d'orange pressé, je vous proposerai de découvrir en images le projet sur lequel on travaille. Maintenant, c'est sûr, je vais laisser la parole aux Cérétanes et Cérétans, à mon équipe, et j'invite Maria Lacombe, mon adjointe à la culture, à me rejoindre.
soir. Rire, chanter, découvrir, apprendre, danser, partager des émotions. C'est notre conception acérée de la culture pour tous, pour que chacun, quel que soit son âge et ses goûts, puisse avoir accès à la culture. Je vais émailler mes propos d'un certain nombre de remerciements, pas tous en même temps. Je vais commencer remercier tout particulièrement le pôle culture sous la direction de Sabrina Ray, de remercier les élus de la commission culture avec qui nous travaillons de façon étroite, mais aussi les services techniques qui ont fort à faire avec notre programmation culturelle événementielle. Je ne vais pas vous exposer toute la ville, toute la culture, tout le programme de Céré, parce que sans ça, on en aurait jusqu'à demain matin. Donc je n'ai choisi que quelques chiffres que personne ne connaît encore et qui vont vous étonner. D'abord, je vais vous parler de notre salle de l'Union. Le début de la saison culturelle 2023-2024 a été un succès, puisque tous les spectacles programmés depuis le 6 octobre sont complets. Le prochain spectacle, le 9 février, Fourberie de Scapin, 2 représentations, une pour les scolaires et un tout public. 70% des fauteuils sont déjà réservés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez venir. J'ajoute un chiffre. Cette année, le nombre d'abonnés a augmenté de 88%, ce qui veut tout dire. Et globalement, pour vous donner une image un peu plus précise de l'activité de notre salle de l'Union, qui ne sert pas uniquement pour la saison culturelle, mais pour bien d'autres choses, en 2023, c'est 116 spectacles qui ont jalonné l'année. Cela représente 23 700 spectateurs, ce qui est quand même assez important. Je vais aussi vous transmettre 2 chiffres importants pour la culture acérée. 19 803 personnes ont franchi le seuil de la médiathèque en 2023. La première édition de Céré Manga, que nous avons souhaité organiser pour proposer aux plus jeunes un événement qui les concerne en premier lieu, a rassemblé 4 000 jeunes sur une journée. C'est pour ça que cette année, nous avons choisi de le faire sur 2 journées et ça aura lieu les 16 et 17 mars prochains. Il nous reste à dire quelques mots sur le cinéma. Eh bien, nous avons toujours un cinéma privé sur Céré qui reste ouvert. Le cinéma, quant à lui, s'est délocalisé à la salle de l'Union et ses adhérents ont répondu présents. Et la première séance s'est passée la semaine dernière et a été un succès. Une étude est en cours pour définir la faisabilité technique de la création d'un nouveau cinéma attractif qui répond aux exigences de tous les publics. Je suis au 4 maintenant parce que j'ai fait des gros chiffres. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène pour qu'il vous apporte et qu'il vous dévoile un certain nombre d'informations sur 2024, Jean Roch, du Mont-Saint-Priest, directeur conservateur du musée d'art moderne. Et à cette occasion, je tiens à remercier tout particulièrement la présidente du conseil départemental, Madame Hermeline Malherbe, et Monsieur Julien Baraillé, conseiller régional, pour toute l'aide que vous apportez pour la vie de notre musée d'art moderne. Je dis bien de notre musée d'art moderne. J'appelle aussi Auriol Ousgual, directeur du musée musique. Tiens, Auriol, prends ce siège. On mettra Karine. Non, pas du tout. Vous mettez où vous voulez. Chacun se met où il veut. C'est la première. Hein. Et pour finir, j'appelle Karine Gonzalez, présidente de l'association Court-Circuit. Je vais commencer par m'adresser à Jean Roch à côté de moi, ça tombe bien. Vous avez commencé votre mission au musée en septembre. J'ai une question très très importante pour les Cérétans. Vous vous sentez bien, Céré ? Oui, alors on se sent extrêmement bien à Céré, on y vit bien, on y travaille bien. Et je vous remercie pour cette question. Effectivement, on a beaucoup de plaisir à vivre à Céré. Et surtout quand on est un directeur de musée, on voit le lien entre la ville et l'établissement. Et ça, c'est vraiment magnifique et passionnant. Et ma deuxième question,
Ce sera, déjà, pouvez-vous déjà nous dévoiler quelques informations sur les expositions 2024 ? Tout à fait. Alors vous avez l'exposition Hommage à Anthony Tapies qui se poursuit jusqu'au 30 juin. Je vous invite à découvrir cet accrochage de 20 pièces en lien avec la Fondation Tapies de Barcelone qui est très intéressant et fort. Et surtout, à partir du 2 mars, nous accueillons une exposition dédiée à une des artistes contemporaines les plus célèbres en Espagne, qui s'appelle Teresa Lanceta, qui est exposée dans les plus grands musées du monde, à Dallas, à Berlin, à Londres et à la Sa Galerie à New York. Et donc ça va être vraiment un moment très fort, je pense, pour la vie artistique à Céré, à partir du 2 mars et jusqu'au 2 juin. Ensuite, une autre exposition de très grande envergure est proposée, consacrée cette fois-ci à Max Jacob, qui est un personnage emblématique de la vie artistique cérétane. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de sa relation avec Picasso, de son rôle un peu à part dans l'univers cubiste. Et c'est un très grand plaisir de travailler sur cet artiste et sur ce poète à la fois. Merci. Merci à vous. Auriol, les 2 premières éditions du festival Coblissime ont été une réussite. J'avais envie de vous demander, donc ça a eu lieu au parc de Château-d'Aubéry, que tout le monde sait, j'avais envie de vous demander de nous parler un petit peu de ce festival et aussi de nous dévoiler, comme pour Jean-Roch, ce qui va se passer en 2024. On ne pourra pas tout dévoiler encore puisqu'on n'a pas travaillé sur toute la programmation. Mais pour commencer, pour répondre à la première question, le festival Coblissime est né d'une idée, d'un constat. C'était de faire un festival gratuit, ouvert à tous, dans le parc du Château d'Aubéry qui venait d'être récupéré, qui était un lieu magnifique, et de proposer une programmation qu'on ne retrouvait pas par ailleurs, qu'on ne retrouvait pas en temps normal, c'est-à-dire une réinvention, réinventer à chaque fois les musiques traditionnelles. Faire un concert de musique traditionnelle, des fois, ça peut être un petit peu pénible. Et donc là, c'était l'idée de voir comment les nouveaux groupes se réappropriaient ces musiques. On pensait avoir 400 personnes. La première année, on a dépassé les 1000. Cette année, on pensait avoir 1000 personnes. On a dépassé 2500 personnes. Donc c'est une belle réussite. Donc on veut continuer dans ce sens. L'année prochaine, on fera venir un groupe de ska punk occitan catalan qui s'appelle les Goulamasques, qui monteront sur scène. Ça envoie, c'est quelque chose, c'est assez sympa. Probablement aussi, on aura une coble qui joue en banda comme dans les pays de l'Est. Voilà. Et quelques bandas aussi qui joueront dans le parc comme les autres années. Et merci à la mairie, merci au département. C'est grâce à votre aide qu'on peut faire et proposer un festival entièrement gratuit. Donc merci. Merci à toi. Karine Gonzalez, vous êtes présidente de l'association Court Circuit qui organise à Céré un festival de films courts en fin d'été. Votre association vient de se domicilier à Céré depuis début janvier, c'est tout nouveau. Et j'en profite pour saluer Pierre-Alfred Herberhardt, qui doit être par là, qui est le grand programmateur et ordonnateur du festival Court Circuit, qui a tout de suite connu beaucoup de succès à Céré, tant par la qualité de sa programmation de films courts que par la convivialité des soirées musicales à Saint-Roch. Première question, Karine. Qu'est-ce qui a présidé au choix de l'association Court Circuit de venir se domicilier à Céré ? Merci. Oui, donc comme vous l'avez dit, l'association Court Circuit porte principalement un festival itinérant de courts-métrages international, entièrement gratuit sur une trentaine de communes depuis 2020. Et Céré a fait partie d'une des premières communes à faire confiance au festival et à la programmation de Pierre-Alfred et rester fidèle à ce festival. On a travaillé en 2023 à une autre proposition à Céré, en partenariat avec le lycée, en co-construction même avec le lycée Déodat de Cerverac, toute une semaine au mois d'octobre consacrée au court-métrage pour les 1000 lycéens et lycéennes de Céré. Voilà donc la deuxième raison qui renforce un peu nos actions et notre présence sur la ville. Merci. Merci, Karine. Il me reste un dernier sujet à aborder, et pas des moindres, c'est la vie associative cérétane. Vous en faites partie maintenant, mais elle est très importante, très créative, très active.
Je vais demander à Benoît d'envoyer des images et puis après je dirai quelques mots là-dessus. Je souhaite les meilleurs vœux possibles, la santé, par exemple, en particulier, à tous les Sélétans, une très très bonne année 2024. Et je rappellerai que le Festival de la Sazan de cette année a lieu le 19, 20 et 21 juillet. 2023 a été un excellent cru puisque pour le Printemps des Poètes, nous avons reçu Coralie Pop et puis sur la Moisson, plusieurs temps forts avec la venue très remarquée de l'auteur espagnol Javier Cercas. Je souhaite une très bonne année à tous les Sérétans, une année remplie de bonheur, remplie de joie et remplie du plaisir qu'apporte la lecture et la poésie. C'est la 17e édition cette année. Elle a lieu donc le 7 septembre 2024 sous les platanes, en plein centre de Céré. On convoque une cinquantaine d'éditeurs. Nous organisons tous les ans un concours de nouvelles. Cette année, ça sera sur le thème de l'arbre. Meilleurs vœux à tous et à tous et à toutes. Cette année 2023, nous avons participé aux Nuits de la Lecture, nous avons participé aussi à la San Jordi et nous avons participé au Festival littéraire de la Moisson. Je souhaite évidemment une bonne année, pleine de lectures, pleine d'initiatives et si vous voulez participer ou soutenir notre action, prenez contact avec moi ou avec la médiathèque, on saura vous guider. Actuellement, pour la feria 2024, c'est en cours. Comme chaque année, il y a beaucoup de monde au carnaval de Céré. On a une très bonne réputation, un très joli carnaval. On remercie tous les carnavaliers et les bénévoles qui s'investissent au niveau des horaires, et physiquement et financièrement. On souhaite les meilleurs vœux à tout le monde. L'année 2023 a été très riche. Nous avons pu poursuivre et encore persévérer avec nos 500 adhérents à aider toutes les actions du musée qui ont été entreprises pour donner un intérêt supplémentaire à toutes les expositions qui ont été présentées, notamment l'exposition Constellation. Eh bien, au nom des amis du musée, je vous souhaite une excellente année 2024. 2023 a été une excellente année pour Acerroc et c'est surtout grâce à vous, le public, aux artistes, aux artisans et bien sûr aux bénévoles. En 2024, qu'est-ce que nous allons sortir de notre chapeau ? Nous allons continuer dans la même direction en proposant des expositions insolites, originales et surtout des expositions de qualité. Au nom des membres d'Acerroc, je vous souhaite tous une excellente et créative 2024. Pour cette nouvelle année 2024 qui sera aussi riche en découvertes photographiques, nous commençons par l'exposition de Cho Kong-lé, qui est le résident de cette année. Nous aurons également les rencontres photographiques du paysage sur la politique et la photographie. Cette année, vous découvrirez au mois de juin qui sera portraituré sur les murs de la ville. Donc je vous souhaite à tous une année riche en plaisir photographique, en plaisir artistique. Comme nous ne pouvions pas interviewer tout le monde, nous avons mis la liste de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine culturel à Céré. Il y en a 2 écrans. Je vais leur repasser la parole à 2 personnes sur la scène qui ont oublié de vous dire quelque chose. D'abord Jean-Roch et après Karine. Allez-y. Oui, voilà, très simplement pour vous dire que le tissu associatif Céréton compte effectivement énormément au musée. Avec les amis du musée, nous allons renforcer cela et je veux saluer aussi et remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration du musée qui m'ont fait confiance pour la programmation que nous voulons ensemble porter haut et fort pour faire vivre le patrimoine et l'art à Céré. Voilà, merci à vous tous. Oui, alors Maria, vous m'aviez demandé de dévoiler un peu nos activités en 2024. Donc concernant le festival d'été, Céré va accueillir un concentré du festival, à savoir un programme en compétition et 2 programmes thématiques. Le premier qui portera sur le sport. Et là, on poursuit nos efforts pour vraiment travailler en synergie avec les acteurs de la ville. Et là, plus particulièrement avec le Céré sportif, avec un choix d'un lieu atypique de projection qui sera le stade.
On sera aussi dans la salle de l'Union pour la projection du programme en compétition et d'un programme thématique qui portera sur les territoires ultramarins et la créolisation. Voilà pour le festival d'été, avec aussi des lectures de scénarios et tout ce qui agrémente les soirées et les séances de projection. Et puis, on espère, on y est presque, renouveler le Frontières Film Festival, le festival qu'on a initié avec le lycée Déodat de Séverac et qui est assez exemplaire pour nous en termes de synergie avec les autres lieux culturels de la ville. Et le musée accueille aussi des séances de ce festival, mais aussi les commerçants de la ville, des bénévoles sérétans qui se sont associés. Et donc, si tout va bien, ça se déroulera la semaine avant les vacances de la Toussaint, en 2024. Merci. Et je termine cette présentation de l'activité culturelle à Céré par vraiment un grand remerciement aux responsables et aux bénévoles qui travaillent aux événements qu'ils organisent, aux activités qu'ils organisent. Ça vraiment, qui mettent tout leur dynamisme, leur créativité, qui inventent chaque année, année après année, plein de choses. Et je les remercie vivement. Une dernière annonce, je vous annonce une grande surprise pour la fin de l'année 2024. Et on ne peut pas savoir? Un mot, splendeur. Pas plus? Non. Pas plus. Merci. Merci à vous. Et on peut encore remercier l'ensemble des bénévoles, des présidents d'associations, mais l'ensemble des bénévoles qui font un travail extraordinaire pour faire ce que Céré est aujourd'hui, une ville de culture et une ville dynamique. Là, je vais demander désormais à Madame Brigitte Baranoff, qui est ma première adjointe, de venir sur scène. Sophie Menahem, José Angulo. Sophie Menahem qui est adjointe à la démocratie participative à la jeunesse. José Angulo qui est adjoint à l'urbanisme. Marty Villapassola qui est adjoint aux travaux. Et Sandrine Capey qui est déléguée à l'urbanisme. Ils sont nombreux parce que les projets sont nombreux sur notre ville. Vous pouvez voir défiler en fond un film relatant tous les travaux, les interventions qui ont eu lieu cette année sur la ville de Céré. Ils sont respectivement, comme je disais, en charge de la santé, du social, de la démocratie participative, des travaux et de l'urbanisme. L'échange qui va suivre va nous permettre de faire un point sur l'avancée des travaux et de se projeter sur 2024. Et je vais laisser la parole à José Angulo pour ouvrir la discussion. Bonsoir à tous. Je ne vous cacherai pas que c'est assez émouvant d'être là et un petit peu stressant aussi, d'être devant un tel aéropage. Et c'est à la fois merveilleux parce qu'on est en train d'évoquer tous les travaux qu'on a pu faire depuis qu'on a été élus. Comme le disait Monsieur le maire précédemment, c'est notre deuxième cérémonie de vœux. Et en même temps d'une cérémonie de vœux, c'est aussi le moment de faire un bilan de mi-mandat. Et comme vous le savez, tout ce qui concerne l'urbanisme et en règle générale le temps qui nous est imposé par le protocole administratif, pour le dire comme ça, est un temps assez long. On a passé beaucoup de temps en dossier, on ne va pas entrer dans les détails, mais et d'autres dossiers sont toujours en cours. Mais on est enfin arrivé au moment où tous les travaux qu'on a pu élaborer en commun, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on est nombreux sur scène. C'est un travail d'équipe permanent que nous menons, parce que lorsqu'on évoque le sujet de l'urbanisme, en fait, on s'aperçoit très rapidement qu'il est extrêmement transversal. Donc on va essayer d'être rapide parce que beaucoup de gens doivent prendre la parole, et vous l'avez déjà remarqué précédemment, il y a eu pas mal d'interventions. Donc on ne va pas revenir sur l'ensemble des projets qu'on a pu mener, on va essayer de se focaliser sur certains points précis. On sera de toute façon dans la salle par la suite, et bien entendu, on est à votre disposition pour compléter tous les sujets, toutes les problématiques et tout ce qui n'a pas été abordé ce soir sur scène. Pendant qu'on parle, ou à un certain moment, il y aura un petit film qui illustrera les propos que nous tenons. Donc, on va essayer de revenir sur certains points très rapidement. Donc, moi, j'ai prévu de vous faire 7 pages de lecture, donc soyez patients. Non, on va s'en tenir uniquement à quelques sujets
qui nous ont beaucoup préoccupés et qui maintenant arrivent à échéance et qui trouvent leur existence. Le premier, c'est celui de l'EHPAD. Donc je vous engage maintenant à aller vous promener du côté du chantier de l'EHPAD à Nogared, puisque les abords et les accès sont un lieu de promenade des Cerretans qui est assez habituel et facilement accessible. Et vous constaterez qu'il commence à sortir de terre, concrètement. Donc l'année 2024 sera l'année d'avancée de ce chantier-là. Un autre chantier qui est beaucoup plus discret, mais qui pour nous est extrêmement important, c'est celui du PAEN. Donc le PAEN, c'est la protection des terres agricoles. Donc étant en charge de l'urbanisme, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, qui en creux, c'est du non-urbanisme en fait. C'est laisser la place à l'agriculture et au végétal et à tout ce qui est autre que le bâti. Donc c'est une grande préoccupation parce que c'est la politique aussi, c'est le choix qu'on a eu. On est parti sur un dossier qui avait largement été oublié et enterré, qui concernait grosso modo 90 hectares, et on en arrive maintenant à 400 hectares de terres protégées. Le dossier, lui aussi, est entre les mains, et je les en remercie, du département avec qui on a beaucoup collaboré, et la Chambre d'agriculture. Et à ce titre, je voudrais personnellement remercier Madame Martine Roland, avec qui on a travaillé en lien très étroit pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée. Donc ça, c'est un dossier qui aboutira en 2024. Pour ma part, mais je l'évoque très très rapidement, je suis en charge du problème de l'eau, je n'y reviens pas, monsieur le maire en a déjà largement parlé, juste pour souligner que dans le cadre de la collaboration et du syndicat de l'eau qui nous lie au Haut-Val-Espire et à une partie du Bas-Val-Espire, on s'avance petit à petit, on a tout mis en place, ce sont des choses qui ne se voient pas, mais ce sont des travaux qui sont menés en collectif avec l'ensemble des organismes de tutelle. On s'apprête à aller dans les années qui viennent vers une gestion de l'eau sur laquelle nous reprendrons petit à petit la main. Et pas uniquement le laisser à des délégataires. Donc ce sera quelque chose qui, au fil et à mesure que nous avancerons, on vous en tiendra informé. Donc voilà. Donc on est sur ces chantiers-là. Alors, et évidemment, juste parce que j'ai vu qu'il était dans la salle, remercier M. Bruno Vacher, qui est le directeur technique, et qui nous fournit des éléments précieux sur l'évolution de notre ressource jour le jour. Donc je voudrais le remercier, il fait un travail important pour nous, collectivité, à nous informer de la bonne tenue ou pas de notre ressource en eau. Donc merci M. Bruno Vacher, que j'ai vu tout à l'heure. Merci à vous. Après, je l'évoque très très rapidement, mais on est aussi en négociation. Toutes les communes sont en négociation avec la nouvelle élaboration du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. Donc notre intercommunalité est liée à celle des Albert Val-Espire et Ilibéris. Donc on est en train d'élaborer ça et ça amènera très rapidement à ce qu'on se penche sur une révision du plan local d'urbanisme. Qui est actuellement en révision simple parce que notre plan local d'urbanisme laissait assez peu de place, entre autres il y a quelques scories à corriger, mais il laissait assez peu de place à tout ce qui est de l'ordre de la transition énergétique et écologique. Donc voilà, ça ce sont les préoccupations les plus fortes du moment. Il y en a d'autres, mais pour vous, et pour nous, mais pour vous, concitoyens, ce qui vous préoccupe très très souvent, c'est ce qui fait notre quotidien. Donc c'est tous les travaux et tout ce qui concerne la voirie, etc., tout ce qui est de l'ordre de la vie quotidienne. Donc pour ce, je vais passer la parole maintenant à Martí Villa-Passoura, qui est lui chargé de suivre les travaux dans la ville. Benvinguts, bonne tarde à tout le monde. Merci de votre présence. Comme disait José, je vais parler un petit peu de l'invisible. Ce travail qui est fait par l'ensemble des services techniques qui, on ne voit pas, mais qui réellement nous accompagne dans son quotidien. Parfois, c'est des petits travaux, parfois, c'est des travaux plus importants. Je vais essayer de les balayer, mais pas les énumérer parce que, bon, comme disait José, on y passerait... voilà, c'est un grand catalogue. Donc, je pourrais commencer par le fait qu'on a remis un très 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 bon état, très bien réhabilité.
réhabiliter le local technique de l'équipe de propreté en ville, qui en avait fortement besoin. Nous avons mis... on a changé 3 véhicules déjà, puisque vous saviez, comme on l'avait dit, un parc vraiment très, très vieillissant, et il nous faut absolument renouveler ces matériels. Je voudrais préciser que nous l'avions promis et nous l'avons fait. C'est-à-dire, nous avons renforcé avec des cadres les services pour que tous ces travaux-là, des petits et moyens et grands travaux, puissent être faits et suivis dans les meilleures conditions possibles. Nous avons aussi remplacé la balayeuse, la grande balayeuse. Nous avons aménagé et végétalisé la place du Toréador et d'autres espaces comme les écoles, dont Sophie nous parlera plus loin, et des aires de jeux en ville. Bien entendu, le parc d'Auveiry, je crois que vous avez vu l'évolution, il est de plus en plus beau, et attendez, parce que ce n'est pas encore fini. Nous avons mis en place un réseau d'assainissement à Sainte-Marguerite. Il est souterrain, on ne le voit pas. Mais effectivement, toute une série d'habitations qui se trouvent dans cette zone vont pouvoir être raccordées au même temps qu'on a raccordé l'entreprise Capdon. Comment ne pas citer la dépollution des berges du Tech? C'était extrêmement important. C'est un projet qui a été porté par la CCV. C'est la communauté de communes. Et je tiendrai à faire une remarque et à remercier, je vois que monsieur le sous-préfet est là, parce qu'on a eu énormément d'aide de la part de l'État, puisque vous nous avez subventionné à plus de 70% l'opération, grâce au plan de relance. Et ça nous a permis dépolluer l'ensemble des berges du Tech suite à la tempête Gloria. Donc merci encore à l'État d'avoir participé à ce beau chantier de réhabilitation et de dépollution. Voilà. Et dans cette continuité, la mise en place des études, des schémas directeurs des eaux pluviales, de l'assainissement de notre ville. Et une étude aussi très importante pour voir comment nous allons pouvoir récupérer les eaux usées. Oui. C'est bon. Et enfin, je voudrais, pour ne pas tout citer, mais quand même, je voudrais insister ce qui a été dit par Maria Lacombe. Les services techniques, ils sont au service de la population. Et c'est là qu'il y a cette, je dirais, jumelage entre la vie associative qui anime la ville d'une manière extraordinaire et l'ensemble des services qui sont là en permanence pour monter, démonter, faire que notre ville soit accueillante, agréable et vivante. Merci Marty. Alors, Marty l'a évoqué en partie sur tout ce qui est travaux et vie quotidienne. Donc, on a beaucoup concerté, on y viendra tout à l'heure, puisque là, on va évoquer tous les travaux qui ont été faits. C'est Sandrine Capeille qui va vous en parler, notamment qui concerne l'avenue Clémenceau. Elle va commencer par là, tout ce qui concerne aussi le plan local d'urbanisme, le plan de circulation, c'est un lapsus, mais les deux ont été assez concomitants dans nos travaux, donc ça finit par se confondre. Donc, Sandrine va évoquer ce travail-là qui a été mené en grande concertation avec l'ensemble de la population. On a multiplié, ça avait été une de nos promesses de campagne, et autant vous pourrez nous faire des reproches, autant celui-là, vous ne pourrez pas le faire. On a beaucoup donné la parole aux sénateurs et ce n'est pas fini. Donc, ça a permis, donc, dans un premier temps, d'enchaîner, Sandrine, les travaux sur l'avenue Clémenceau qui ne sont pas finis puisque le phasage est en 3 temps et va durer encore pendant plusieurs années. Bonsoir. Donc, on aime bien toujours me spoiler mes intros. Donc, moi, ma partie ce soir, c'était de vous présenter donc, ce qui a été fait en 2023. Donc là, en travaux, donc, qui a été énoncé par Monsieur le maire en introduction et par Monsieur José Angulo. Donc, c'est le démarrage des travaux, dans la première phase des travaux de l'avenue Clémenceau.
donc par la réalisation donc, d'un espace de stationnement et la revalorisation de l'espace Rameil, donc à proximité du centre-ville. Donc ça, c'est la première phase d'un grand projet qui vous a déjà été présenté. Donc là, l'objectif sur 2024, c'est de dérouler les travaux, de les coordonner avec l'ensemble d'autres travaux qui vont être dans ce secteur-là, et notamment du déplacement de la police municipale qui va être rattachée sous les HLM Henri Guittard. Donc ça, c'est un projet 2024. Donc on va coordonner les travaux de Clémenceau, de Gaulle et de la rue Jean Hamad avec ces travaux-là pour que voilà, le déplacement et l'ensemble du chantier, même si le chantier a été exemplaire et on peut le noter, la première tranche de travaux s'est faite de façon assez sereine et c'est fait de manière assez fluide. Donc ça, c'est voilà, un chantier et un travail que l'on a suivi. En termes de travaux 2023, donc on peut aussi noter la traversée de la route départementale en entrée de ville, donc la sécurisation qui était quand même un des passages voilà, nécessaires et indispensables pour pouvoir accéder à la zone d'activité. Donc ça, c'est des travaux qui viennent d'être réalisés. Et en fait, globalement, ce travail-là de déplacement vient et s'intègre dans une étude plus globale qu'on a étudiée et qu'on a travaillée tout au long de l'année 2023 sur une stratégie de valorisation du territoire. Donc l'idée, c'est il y a le plan de circulation qui est une des composantes et qui nous a beaucoup occupés sur la fin de 2023 et qui a permis beaucoup de rencontres avec la population et d'échanges. Donc on remercie vraiment la population. On sait qu'à Céré, les gens sont investis et ont à cœur de participer à la vie de la commune. Donc on a quand même travaillé avec les bureaux d'études et en réunion de concertation avec l'ensemble des quartiers de la commune. L'idée, c'était vraiment de travailler sur une stratégie de valorisation de la commune en termes de déplacement, mais pas que. Et l'objectif, c'est de planifier l'avenir et de travailler au coup par coup pour arriver à travailler de manière globale, autant pour anticiper les financements qu'il faut aller chercher et récupérer un peu partout, mais aussi de pouvoir projeter le territoire aujourd'hui, mais dans le futur, avec tous les projets, donc les projets, on va dire petits projets de travaux et de quotidienneté, et aussi l'ensemble des grands projets qui font le territoire, donc des grands projets de la commune, de Céré, mais aussi de l'intercommunalité qui viennent forcément impacter tous les plans le plan de déplacement et de stationnement et de circulation douce qu'il faut améliorer. Donc 2024 sera l'occasion d'enclencher vraiment des travaux. Donc on avait prévu et on a prévu dans le financement de s'attaquer en première partie sur le centre-ville en termes d'amélioration des déplacements, mais les autres quartiers ne seront pas oubliés et tout ce qui est travaux vont être planifiés et ce sera l'occasion de se revoir, de refaire des réunions avec vous pour vous présenter un peu le bilan de l'ensemble des consultations qui ont été faites avec les citoyens fin 2023. Donc voilà, là je vais laisser la parole à Sophie parce que le plan de circulation et démocratie participative ont été très très liés. Juste rajouter un point par rapport au plan de circulation, on a fait plus de 4 ou 5 réunions entre les différents conseils de quartier avec les associations économiques. On a eu plus de 250 contributions qui ont été recensées lors de la consultation. Donc on devait présenter un plan de circulation en fin d'année, mais vu l'engouement de la population, et on tient à vous remercier encore d'avoir participé à cet exercice de démocratie, je te laisserai conclure là-dessus, Sophie, on est obligé de reculer la prise de décision puisqu'on amènera au premier trimestre, puisqu'il y a encore des discussions. Et ces contributions qu'on a regardées tout en détail, qui sont intéressantes et qui nous permettent d'amender et d'enrichir ce plan de circulation, vous seront présentées lors d'une énième réunion publique. Donc merci encore aux Cérétans et je tiens à vous remercier d'avoir participé à cet exercice. Voilà, je te laisse la parole, Sophie. Merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est effectivement, je suis d'accord avec toi, un peu intimidant de se retrouver là et en même temps assez... voilà, comment Oui, aussi, c'est exaltant, oui. Bon, on ne va pas perdre. Alors, la commission démocratie participative a donné naissance, a redonné naissance à 4 conseils de quartier. On a coupé la ville en 4. Et ça a été possible grâce notamment à l'investissement de l'équipe des élus référents impliqués. Rapidement, Joselle Boidron et Marty pour le Nord, Gisèle Bénard et Jean-François Coste pour l'Ouest, Christiane Hon et John Ingham
pour le centre avec Michel Boisorieux qui nous a rejoint, qui a rejoint la majorité, et Nina Brissot et moi-même pour l'Est. Et à venir, il y aura notamment une concertation sur la thermographie et les aides qu'on peut avoir pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et j'en profite d'ailleurs, avant d'inviter les jeunes, puisque une deuxième création de la commission démocratie participative, ça a été de créer alors une préfiguration de conseil de jeunes qui en fait fonctionne comme une commission de jeunes au projet. Donc ils vont vous parler notamment dans quelques secondes, je pense qu'ils sont prêts, ils sont là derrière le rideau, ils vont arriver pour parler du projet de skatepark et de leur participation à Série Manga. Mais juste avant, je voudrais dire, puisqu'on parlait de rénovation énergétique, que nous avons aussi travaillé dans les écoles, parce que là, il y a vraiment de quoi faire en tant que bâtiment énergivore. Et nous avons planté 7 arbres en faisant le tour de toutes les cours d'école. 5 pour faire de l'ombre, 5 nouveaux arbres pour faire de l'ombre, et le remplacement d'un camphrier et d'un tilleul qui était malade et qui donc fallait remplacer. Voilà. Et aussi, nous allons attaquer la dernière tranche des fenêtres pour les remettre totalement aux normes, parce que ça fait partie évidemment. C'est très coûteux, mais c'est absolument indispensable au niveau des économies d'énergie dans les bâtiments. Et là, on ne pouvait pas mettre de store. On a mis un film. Alors, je rentre juste techniquement parce que je ne savais même pas moi-même que ça existait. Et les enseignants sont extrêmement contents de ce film anti-chaleur sur la rotonde qui était impossible à ombrager autrement. Voilà. Je ne vais pas faire plus long. Je voudrais quand même dire aussi que dans les écoles, et ça on y tenait beaucoup, c'était un projet qu'on avait pendant la campagne, ça fait la 2e année maintenant que toutes les classes ont un intervenant musique, une demi-heure dans les maternelles et 3/4 d'heure en primaire par semaine. Et c'est un projet qui nous tient d'autant plus à cœur que c'est lorsque l'école de musique est passée du statut associatif au statut intercommunal du Bas et du Haut-Val-Espire. Et ça fait partie de notre projet de territoire. On n'a pas le temps de développer ce soir, sinon je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Mais on travaille bien sûr sur les projets communaux, mais on travaille aussi sur des projets de territoire. Et c'est très important, on est tous là, élus communautaires. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir pu porter ce projet. Voilà, mais je vais maintenant... Mais méfions-nous des gens qui vous disent toujours qu'ils ne vont pas faire très long. Oh ben ça, tu peux parler. Alors là, c'est le reblochon qui se moque du Livaro. Hein. Bon, donc je vais inviter sur la scène Liberto, Pablo, Hugo, Mathilde et Léo, apparemment. Ouais, mettez-vous là. Mais je vais vous passer de toute façon. Alors, on va commencer par le plus jeune, Liberto, en quelques secondes. Est-ce que tu veux parler ou juste je te présente? Ou est-ce que tu veux parler du... D'accord. Donc, Liberto, qui est un des piliers de la commission jeune, puisqu'il est là depuis le début. Il a travaillé sur plusieurs projets et il a eu la joie, avec Corentin, qui n'a pas pu venir ce soir, de servir de Monsieur Loyal à l'édition de 2023 de Série Manga et qui reprendra en 2024. Et qui interviendra aussi, alors ça c'est une nouveauté que Maria nous présentera plus tard, enfin pas ce soir, mais peut-être, bref, sur le concours de cosplay. Voilà, je m'arrête là. Tiens, à toi. Alors, on a présenté avec Corentin, qui n'est pas là, le festival manga, la première édition. Et on sera là aussi, je pense, les deux, pour la 2e édition, pour le présenter. On compte bien sur vous. Hein. On a besoin de vous, là. Bravo, merci beaucoup. Liberto a aussi travaillé sur les aires de jeu. Et maintenant, le groupe qui a travaillé, le groupe de lycéens, donc Liberto est collégien, le groupe de lycéens qui a travaillé sur le skatepark.
Donc, bonjour à tous. Léo, Martin, Mathilde et moi faisons partie du comité de la commission jeunes de la mairie. On représente un groupe à peu près de 7 personnes qui, depuis septembre, on travaille en fait sur le projet pour créer un nouveau skatepark à Céré. Bon, tout d'abord, pour ce projet, on s'est beaucoup investi. On est allé voir tous les pratiquants de la discipline dans le département pour justement connaître leurs attentes. Et nous avons du coup adapté ce projet en fonction des attentes des pratiquants de cette discipline. Du coup, notre but, c'est vraiment de redonner vie à l'ancien skatepark de Céré, donc dans cette même zone, en créant un skatepark avec des idées qui viennent directement des pratiquants et de ceux qui vont le convoiter. Et on voudrait surtout faire de cette zone un endroit intergénérationnel, accueillant, à l'image de Céré. Voilà. Merci à vous. Alors, puisque j'entends dans la salle que des gens disent quelle zone, c'est la zone qui se situe, qui est en partie un no man's land qui a été nettoyé, qui se situe derrière le pont, derrière le boulodrome des Yadounès, pardon. T'es à l'aise. T'es hyper à l'aise. Et nous tenons à vous remercier d'ailleurs de nous avoir écoutés. Et merci à vous. De les avoir écoutés en l'occurrence. Bon, on les remercie vraiment parce qu'ils nous ont préparé le jour où ils nous ont présenté leur projet. Ils avaient fait un travail qui était d'une qualité rare. Ça nous a laissé tous sans voix. Merci à eux. Et c'est pas fini. Avant de laisser C'est en cours. Brigitte intervenir et nous faire un point sur sa délégation, est-ce que José, tu peux nous parler des perspectives 2024 ? Alors, on rapidement, va parler d'abord... Parce qu'on a débordé, on n'est pas du tout dans le timing qu'on avait prévu, on a tout débordé, comme d'habitude. Donc, voilà. On arrive à la fin des interventions. Je voulais juste, à mon tour, vous souhaiter les meilleurs vœux. Et excusez-moi d'apporter une petite note triste, mais je voudrais avoir une pensée pour... la famille d'un ami proche qu'on vient de perdre. Et si j'évoque cette situation, c'est parce que souvent, quand on s'occupe d'une commune, on s'occupe du meilleur et on s'occupe parfois des situations les plus délicates, voire parfois dramatiques, mais en tout cas délicates. Et ça, c'est la spécialité très souvent de Brigitte, tout ce qui est social. Et avec des perspectives aussi pour que justement les situations difficiles voient arriver de jours meilleurs. Elle va l'évoquer. Sachez simplement que dans le cadre, sans entrer dans un catalogue et dans un trop grand déroulé, dans le cadre des choses qui vont se faire, et José Beltran, qui prendra la parole tout à l'heure, est porteur de beaucoup de projets en la matière. Donc les vestiaires du stade, qui sont communs au stade et au collège, vont être enfin rénovés. Enfin rénovés, ils sont dans un état qui est assez lamentable, on peut le dire difficilement d'une autre manière. Et on va aller vers de jours meilleurs pour l'utilisation de ces espaces-là. Une salle de boxe va voir le jour. Là aussi, hein, le club de boxe qui, lui, est un des clubs qui rapporte le plus de médailles et de titres à la ville, est logé dans des locaux qui sont maintenant devenus largement obsolètes et parfois indignes, notamment quand il pleut. Il ne pleut plus, mais en tout cas, eux savent de quoi je parle. Donc là aussi, merci José qui a travaillé en lien avec... nous sommes terre de jeu, donc on va pouvoir bénéficier de cette appellation-là. Et puis, dans les, donc, on y reviendra. Donc ça, c'est les travaux qui vont arriver assez vite. Et puis, il y a d'autres projets, on les a évoqués précédemment, qui prennent beaucoup plus de temps, mais qui vont voir le jour. Et on travaillera surtout avec Sandrine, avec tout ce qui est plan de circulation. Donc, j'en termine là et je laisse la parole à Brigitte, notre première adjointe, qui a quand même un versant assez prenant, la santé et le social. Monsieur le maire en a déjà parlé. Elle va vous en dire beaucoup plus. Merci, José. Non, pas tant que ça, parce que je vais essayer d'être concise quand même, donc, parce que la soirée commence à s'avancer. Donc, je vais essayer vraiment de parler des 2 projets phares que je voudrais mener cette année, sur lesquels nous avons travaillé depuis plusieurs années et qui vont voir le jour cette année, je l'espère. Donc le premier, c'est CASA. Ça s'appelle un centre d'action de solidarité et d'animation. Je ne parle pas d'action sociale, je parle de solidarité, parce que le social, ce n'est pas toujours triste. Il y a des très beaux moments. J'en ai vécu moi, dans ma vie professionnelle, j'ai adoré mon métier et j'ai envie de porter cette énergie aussi sur le travail d'élus aujourd'hui.
Voilà, donc cette action, en fait, on est allé faire un voyage d'études avec Maria au mois de septembre. On est allé au comité de jumelage de Luchot, Céret-Luchot, et on a vu comment ça se passait à Luchot, où nous avons été accueillis de façon remarquable. Il y a un très joli centre qui s'appelle Allerlude, où on mêle une maison de jeunes, un centre pour des anciens. On a été reçus avec des gâteaux partout. C'était très bien. Voilà. Donc, on a vu, et je me suis dit, voilà, Casa, c'est ça aussi. L'idée de Casa, elle est née, ça sera un espace de vie sociale intergénérationnel. Cette idée, elle est née d'un constat qui a été fait avec l'aide de la caisse d'allocation familiale. On a fait un état des lieux et on a vu qu'il y avait quand même des manques en termes d'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes isolées, mais aussi des jeunes familles. Et on s'est dit comment rassembler tout ça. Tiens, un espace intergénérationnel, ça pourrait être une bonne idée. Donc on a un appartement juste au-dessus du CCAS et de la médecine du travail qui se prête tout à fait à ça. Donc cet appartement va être rénové cette année. On a besoin de rénovation thermique et on a besoin d'accessibilité surtout, comme beaucoup de bâtiments de Céret. Donc là, les travaux vont démarrer, j'espère qu'on pourra ouvrir. Et en parallèle des travaux, on va travailler sur le projet social, sur un mode participatif. On reste toujours dans la démocratie participative, mais c'est d'autant plus important que chacun peut apporter quelque chose. Et c'est une façon de partager. Ça peut être, alors, on fera des échanges de savoir, des ateliers informatiques qui peuvent être animés par des jeunes, pour les personnes âgées qui ne savent pas se servir de tablette, ça m'arrive assez souvent, ou des ateliers cuisine de grand-mères qui aiment bien faire la cuisine et puis qui pourront partager leur savoir avec des jeunes mamans, ou des jeunes papas d'ailleurs. C'est un projet qui n'est vraiment pas figé, donc avis aux amateurs, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On y travaille dès le début de l'année. Voilà, donc ça c'était, je ne vais pas m'étendre plus sur Casa, ça va se mener cette année. L'autre projet phare, c'est le centre public de santé. Alors, c'est un sujet brûlant d'actualité. On a parlé tout à l'heure, monsieur le maire en a parlé, des difficultés qui sont rencontrées par la clinique du Val-Espire, auxquelles vraiment je tiens à dire que nous sommes très attentifs. Alors, pourquoi ces difficultés ? Il y a une baisse très nette de l'activité chirurgicale. On nous a expliqué cet après-midi, parce que nous avons eu une réunion cet après-midi avec madame la maire d'Amélie, son premier adjoint, la coordinatrice du contrat local de santé, en présence du directeur territorial l'ODPO d'Elsan et de la directrice de la clinique. Donc nous avons fait le point, ça a été vraiment un échange très constructif et très franc. Vous connaissez Madame Costa, elle sait dire les choses bien comme il faut, et donc on a vraiment pu échanger sur toutes nos inquiétudes. On a été rassurés, même si l'activité chirurgicale a baissé, puisqu'on avait... Alors peut-être que je me trompe un peu dans les chiffres, j'ai vraiment noté ça à toute vitesse. 884 interventions chirurgicales qui nécessitaient une hospitalisation en 2013. Aujourd'hui, on en est à 384. Alors, l'activité chirurgicale, elle a baissé. Les Val-Espiriens ne se font pas opérer à la clinique de Céret. Ils vont à Perpignan directement. Voilà, donc c'est important de le savoir. Donc, il y a quelques interventions qui se font. Par contre, en chirurgie ambulatoire, c'est à peu près 2500 actes qui sont faits chaque année. Donc voilà. L'activité de la clinique, elle doit se changer. Donc le projet est en cours. C'est en cours de discussion, donc j'en dirai pas plus parce que rien n'est arrêté, rien n'est figé non plus là. Mais en tout cas, ce qui a été convenu avec les directeurs de la clinique, c'est de faire le point très régulièrement, une fois par mois, voir où ils en sont et comment on est. Et moi, je tiens vraiment à assurer tout le personnel de l'établissement et puis la direction de notre plein et entier soutien. Voilà, c'est important de le dire. D'autant plus que nous travaillons depuis 3 ans. On a un contrat local de santé qui a été signé l'année dernière, en décembre 2022. Nous avons constamment échangé, travaillé ensemble. Il y a une vraie dynamique, vraiment sur ce territoire. Tout le monde est autour de la table et regarde dans la même direction. Ce soir, il y a le conseil d'administration de la communauté professionnelle territoriale de santé qui va vraiment éclore cette année, avec tous les professionnels libéraux qui sont en train de s'organiser pour pouvoir apporter une continuité des soins dans notre territoire. Voilà, donc moi je dirais aussi, parce qu'on a quand même eu cette crise sanitaire énorme qui a vraiment encore fragilisé notre système de santé, qui a été très malmené ces dernières décennies, avec des politiques qui n'étaient peut-être pas très bien adaptées. Et le Val-Espire s'y trouve confronté. Mais en tout cas, les professionnels de santé ont su faire ce qu'il fallait pendant la période de crise sanitaire, avec le centre Covid, avec le centre de vaccination. Ça a été 18 mois de présence continue, en plus de leur travail habituel.
Voilà, donc je les remercie vraiment. Et ça a créé une vraie dynamique qui continue et se poursuit aujourd'hui. Ça a été les effets positifs de la crise sanitaire. Donc, pour en revenir à ce que nous allons faire, nous, ici, c'est un centre public de santé avec une équipe salariée de professionnels de santé. Et nous allons démarrer la première phase cette année avec l'installation d'un bâtiment modulaire dans la cour de la clinique. Madame la sous-préfète a eu l'occasion de voir l'emplacement, parce qu'il n'y a rien d'autre pour le moment, à son arrivée. Voilà. Et donc, nous y accueillerons dans un premier temps 2 ou 3 médecins généralistes, c'est ça qui va être compliqué quand même, une sage-femme, on a déjà la sage-femme, ainsi que des secrétaires. Et ça, avec l'aide de l'État, de la région. Je tiens à dire, faire vraiment une mention spéciale à la région Occitanie, qui a mis en place ce GIP Ma Santé, Ma Région, qui est vraiment un outil extrêmement précieux, et j'espère que nous serons acceptés. Nous avons posé notre adhésion. J'espère vraiment, parce que je pense que c'est vraiment intéressant en termes de mutualisation, de ne pas se faire de concurrence les uns et les autres, et d'avoir un regard commun, et je trouve que c'est vraiment une très belle action de la région Occitanie. Le département y est adhérent aussi, et c'est très bien. Et donc, il y aura l'aide aussi de la communauté de communes. Nous ne resterons pas là parce que ça va être vite, ça sera 160 mètres carrés, ça sera vite trop petit, je l'espère. Et on travaille en même temps, en parallèle, sur un projet définitif pour accueillir d'autres professionnels, des infirmiers en pratique avancée. Je tiens vraiment à ça. Peut-être des psychologues, des orthophonistes, des médecins spécialistes. Nous aurons l'occasion d'en reparler, je ne vais pas vous en parler maintenant. Donc voilà, vraiment ce soir, je voulais souligner l'implication sans faille des professionnels de santé, tous, libéraux, établissements de santé, secteur médico-social. Je voudrais aussi dire un grand merci à l'équipe du CCAS, de la communauté de communes, et en particulier à Amélie Magne, la coordinatrice du contrat local de santé, et à mes collègues de la commission Solidarité Santé. Merci et bonne année à tous. Et merci à vous 5. C'était, on va dire, le gros morceau de la soirée. La quotidienneté, les travaux, la santé, c'est tout ce qui fait une ville, une société. Donc merci à vous. Vous pouvez voir. Et encore merci à cette équipe qui passe du temps, qui donne du temps pour notre ville, notre territoire et l'ensemble de nos concitoyens. Merci à vous. Là, je vais appeler... On a la culture à serrer, mais on a aussi le sport. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente mes voeux en vous souhaitant une bonne et merveilleuse année 2024. Alors je voulais faire, avant de commencer, je reviens à ce qu'a dit José Angulot par rapport au vestiaire du collège. C'est vrai que c'est une priorité, parce que vraiment ils sont dans un état pitoyable. Je dis le mot. Voilà, alors c'est une priorité 2024, et c'est vrai, pour en revenir au niveau de la salle de boxe, c'est vrai que par rapport... cette salle de boxe n'est pas à l'image des victoires et de ce que porte le club au niveau de la ville. Alors aussi, c'est une priorité pour 2024. On en a discuté en séminaire et ça a été validé, quoi. Alors je voulais vous faire un retour sur les événements majeurs qui ont marqué Céré ces dernières années et qui vont se produire prochainement. En juillet 2021, nous avons reçu le Tour de France qui restera un moment historique et inoubliable. En août 2022, nous avons eu la chance et le privilège d'accueillir Guillaume Guirado lors de son jubilé. À cette occasion, des anciens internationaux et des joueurs du top 14 ont foulé la pelouse du stade Louis Fondecave, un grand souvenir pour nous tous. Concernant 2024, année olympique, avec le label Terre de Jeux 2024, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir le 15 mai prochain sur la commune la flamme olympique. Cela va être un moment magique pour les Cérétans et tout le Val-Espire. Merci Madame la Présidente. Et en septembre, au niveau local,
nous avons le 40e anniversaire de la Ronde Cérétane, un moment unique avec un programme à la hauteur de l'événement où la ville sera en cette fin d'été encore à la fête. Alors c'est vrai que Céré est une ville culturelle, mais également sportive, qui compte à ce jour 54 associations. Une grande diversité est proposée avec du sport collectif, du sport individuel, du sport loisir, du sport santé, de l'handisport et enfin du sport pour tous. Même certaines d'entre elles, elles font aussi des rencontres transfrontalières qui sont importantes pour la commune. À cette occasion, je voulais remercier toutes ces associations cérétanes, mais surtout ces bénévoles qui font un travail incroyable et extrêmement précieux, avec toujours la même passion dans leurs clubs respectifs, et permettant ainsi à nos jeunes et non moins jeunes de faire encore cette année des podiums au niveau départemental et régional. Merci. Vous portez haut les couleurs de la ville. Un grand bravo à vous tous pour vos actions menées au quotidien. Par la même occasion, je voulais saluer Guy Bertrand, qui doit être par là, on l'avait vu tout à l'heure, voilà, qui doit être de loin le plus ancien des bénévoles, 45 ans et toujours fidèle à son club de boxe. Il faut que vous sachiez également que Guy a été nommé meilleur entraîneur départemental 2023, tous sports confondus. Voilà. Merci pour lui. Alors, merci à toi pour ta patience, ton dévouement, mais surtout félicitations pour les bons résultats obtenus avec tes jeunes. À Céré aussi, nous avons eu des champions européens et des champions mondiaux. Voilà, j'espère qu'ils sont parmi nous. J'aimerais qu'ils viennent nous rejoindre et qu'ils accompagnent Juliette, s'il vous plaît. Alors j'appelle Fanny, Flora, Raphaël, Juliette, Alix et Matteo. Alors Juliette Mas qui fait partie de l'équipe handisport surf, qui a participé aux mondiaux à Los Angeles, c'est ça? Les autres, ils arrivent. Voilà. Oui. Et qui a terminé 4e de sa catégorie d'âge. Voilà. Après, on a Fanny Moreno qui est championne du monde de boxe. Ah, c'est toi. Viens. Voilà. Après, venez, mesdemoiselles. Venez, mesdemoiselles. Qui sont championnes d'Europe en danse, c'est ça? Voilà, championne d'Europe en danse. Deux champions du monde de rugby, on a vu les images. Amateurs. Tu vas bien. Après, José, je vais te laisser les présenter et les interviewer. Alors, on va commencer par Flora Guisset, oui, et Raphaël Desfontaines. Voilà, elles sont toutes les deux à l'association MB La Danse, la prof Margot. Alors, ces jeunes filles, on va commencer par les plus jeunes, si vous les plus jeunes. Alors, elles sont âgées toutes les deux de 10 ans. Alors, dans la discipline danse contemporaine, en duel, elles ont obtenu la médaille d'or en finale régionale à Carcassonne 2023, puis la médaille d'or en finale de championnat de France à Angers en mai 2023. Et enfin, la médaille de bronze au championnat d'Europe à Tarragone en novembre 2023. Bravo les filles, c'est un très beau parcours pour cette belle année et pour votre jeune âge. Merci beaucoup. Alors, petite question les filles. Répondre, sinon Margot répondra, pour que les gens dans la salle sachent ce que vous faites. Alors, en duo, cela signifie que vous dansez séparément l'une après l'autre ou bien simultanément dans une chorégraphie.
Je crois qu'elles n'ont pas entendu. En duo, cela signifie que vous dansez séparément l'une après l'autre ou bien simultanément dans une chorégraphie. Ensemble, on danse. Ensemble. Bon, ouais, très bien. Alors, c'est la même chorégraphie que vous présentez dans la compétition ou bien chaque compétition, c'est un nouveau programme? 2023, c'est la même. Et 2024, on la change. On la change, c'est une nouvelle choré. Merci. Voilà. Voilà, un gage de félicitations pour ce que vous avez réalisé. Nous vous remettons ce petit trophée de la ville de Céret. Alors, c'est Flora. Non, c'est bon. Alors, Raphaël. Et Flora. Attention, tiens-le en dessous parce que sinon ça s'en va. Ouais. Félicitations à vous deux. Voilà, félicitations à vous deux. Alors, pour la seconde jeune, alors nous avons le plaisir de vous présenter Juliette Mas, 11 ans. Juliette, non-voyante, a participé au championnat du monde de handisurf en Californie en novembre 2023. Elle s'est classée 4e en individuel dans sa catégorie. Alors, sa performance a également contribué au classement de l'équipe de France qui finit première et ce championnat du monde par équipe. Voilà, les champions du monde, quoi. Il faut savoir qu'en compétition, Julienne n'est soutenue que par la voix et son binôme qui la suit. Elle remonte les vagues par ses propres moyens, elle compte les vagues pour anticiper sur la bonne vague. Elle file debout sur sa planche et ensuite elle recommence. L'épreuve dure 20 minutes sous le regard d'un jury qui apprécie. Petite question, Juliette. Alors, tu as donc intégré l'équipe de France. Tu as fait un stage avec eux. Déjà, je voudrais vous souhaiter bonne année à tous. Et puis, voilà. Et non, c'était pas un stage. C'est Jean-Marc Saint-Jour, qui est l'un des présidents de l'équipe de France, qui est venu pour me voir surfer à Canet, dans mon club, et qui a regardé les vidéos après pour savoir si j'étais prête à participer à cette compétition. Et finalement, il m'a donné son accord pour l'intégrer et faire cette magnifique expérience. Bravo. Bravo. Et dans l'année, tu t'entraînes où? Dans l'année, tu t'entraînes où? Je m'entraîne à Canet. D'accord. Merci beaucoup, Juliette. Bravo à toi. Tu as vraiment le courage et tu es épatante. Merci à vous. Voilà. C'est Juliette. Regarde, on te remet un trophée. Tu le prends? Merci. Voilà. Merci à toi, Juliette, et encore bravo. Félicitations. Alors, on continue avec Alix et Matteo, sélectionnés en équipe de France militaire. Ils ont été sacrés champions du monde de rugby militaire en 2023 en Bretagne, à Vannes. Ils ont remporté la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande et la finale contre les îles Fidji. Bravo. C'est ça? Alors, issus de l'école de rugby du Val-Espire, dès leur plus jeune âge, plus tard, ils ont renforcé les cadets et les espoirs de l'USAP. Aujourd'hui, ils ont rejoint les rangs du série sportif. Question à vous, ou l'un ou l'autre. Est-ce qu'on rencontre les championnats militaires, les grands pays du rugby, comme la Coupe du Monde? Est-ce que l'on rencontre en championnat militaire les grands pays du rugby, comme la Coupe du Monde, si vous rencontrez pareil que le Six Nations Oui, on rencontre des équipes. Donc, il y avait la Géorgie, l'Espagne, le Japon, l'Australie,
donc la Nouvelle-Zélande, les Fidji, comme on l'a dit. Et donc au total, on était 12 équipes à participer à cette compétition. Donc on retrouve plus ou moins les mêmes équipes que pour la vraie Coupe du Monde professionnelle. Voilà. Et le match le plus dur? La finale, je pense. Hein. La plus rude, en tout cas. Juste une dernière question. Quel est votre poste dans l'équipe? Moi, je suis 3e lignel. Et moi, je joue à l'arrière. D'accord, mais bravo à vous deux pour votre parcours. Alix, bravo. Merci, Matteo. Merci. Ils ont joué avec mon fils, je juste dis ça. Je les ai un peu entraînés aussi. Tu les as entraînés, toi? Un peu. Ils ont joué avec Paul, mais Paul ne les a pas suivis. Ensuite, notre champion du monde. Après avoir été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Et alors après, voilà, nous avons le plaisir de vous présenter Fanny Moreno. Fanny Moreno, 22 ans. Alors Fanny Moreno, 22 ans, a décroché son premier titre mondial en savate boxe française F75 en dominant la Colombienne Sara Rojas Totiva du côté de la Colombie. De Colombe, pardon. Colombienne, c'est pour ça. De Colombe. Alors Fanny Moreno a complété sa collection. Championne de France 2022 et 2023. Championne d'Europe 2022. Elle obtient sa première couronne mondiale après un combat dominé de la tête et des épaules face à la championne de Colombie, Sara Rojas Totiva. Alors, résumé du combat. Très active comme à son habitude, Fanny Moreno ne laisse pas son adversaire respirer. Dès l'entame de la première reprise, Fanny multiplie les attaques, mettant la Colombienne, pourtant très vive et très rapide, en grande difficulté. La Colombienne tente bien de répliquer, mais la puissance et les déplacements de la tricolore font merveille. La deuxième reprise confirme la tendance. La Colombienne parvient à porter plus de coups puissants. Mais c'est bien la Française qui se montre plus active, plus mobile et plus précise. Fanny parvient à tenir la distance dans les troisième et quatrième reprises, tandis que Sarah commence à souffrir physiquement. La décision des juges ne fait alors aucun doute. C'est bien à l'unanimité que Fanny Moreno remporte ce combat, et donc sa première couronne mondiale. Fanny, issue du cercle sérétan de savate et boxe française, entre ainsi dans une nouvelle dimension. Bravo Fanny. Bravo. Alors, petite question, Fanny. Alors, quelles sont tes prochaines échéances de compétition? Alors, les prochaines échéances, du coup, c'est le championnat de France. Je boxerai soit le 30 mars, soit le 6 avril. Donc, on attend les décisions définitives. Et du coup, si je fais une nouvelle fois championne de France, je me requalifie en équipe de France pour les championnats d'Europe. Très bien. Merci à vous. Une bonne continuation à vous tous. Félicitations encore. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a une jeunesse active à Céré aussi, on a une culture, une jeunesse. Donc merci à vous tous. Merci à vous. De porter haut les couleurs de Céré. Et merci à vous deux d'être venus au Céré Sportif cette année, de revenir au Céré Sportif. Je connais des présidents qui doivent être très heureux. Voilà. Et puis merci à Guy Bertrand, on l'a dit, c'est lui qui a porté ce club de boxe. Merci Guy pour nous faire monter des jeunes et venir champion du monde. Moi j'avais une question à Juliette. Et les Jeux Olympiques, Juliette, ou pas? Pour les Jeux Olympiques, ce serait les Jeux Paralympiques 2028, mais 2028. Le parasurf n'est pas encore rentré dans le programme, on ne sait pas, mais si jamais c'est possible et que ma catégorie de handicap est admise, pourquoi pas, ça reste un objectif et une expérience que j'aimerais vivre. Ben, on te le souhaite de tout cœur. Merci. On te le souhaite de tout cœur. Merci et bravo à vous tous. Et à vous, mesdemoiselles, un titre européen, alors maintenant il va falloir aller plus haut. Hein. Allez, merci à vous tous. Merci. Merci.
Voilà, et pour finir, bien sûr, parce qu'il y a toujours une fin, je voulais remercier ma commission qui travaille à mes côtés, avec entrain, mais également les services de la collectivité avec qui je suis en relation permanente et qui répondent le plus souvent à mes attentes. Merci à vous pour votre attention. Merci. Avant de conclure cette soirée, je vais demander à notre... il y a eu le premier flic de France, nous on a le premier flic de la ville de Céret, à notre Denis Dugnac national, Céretan du Val-Espire, de venir nous parler de la sécurité à Céret, de la police municipale, des actions. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Michel, je suis bien sûr adjoint à la sécurité, mais j'ai aussi une autre délégation, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est les différents soucis que les administrés rencontrent. Ça va de la propriété ville, etc. Je ne citerai pas tous les problèmes qu'on a, divulgation des chiens, des crottes, etc. Et là, je me suis un peu délaissé cette partie et je remercie sincèrement Monique Dugnac et Michel Boissorieux qui prennent le relais et qui font un travail extraordinaire. Vous pouvez les applaudir. Concernant la sécurité, bien sûr, la sécurité, elle est au cœur de nos préoccupations, et il y a pas mal de volets là-dessus. Nous travaillons en Esmose avec la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Je parlerai un peu plus longuement des sapeurs-pompiers, puisque j'étais moi-même pompier. Le centre de secours actuellement est actuellement à l'avenue du Val-Espire pour des travaux de la caserne qui est rue François Mitterrand. Cette caserne va subir des transformations et ces travaux vont durer 18 mois. Le centre de secours, et je remercie Jean-Louis Quesada, le centre de secours est composé de 47 femmes et hommes, tous des bénévoles, et qui sont 24 heures sur 24 et 364 jours par an à votre service. Je vais rappeler une seule intervention sérieuse qu'on a eue, celle qui me vient à l'esprit, c'est au mois de novembre, le feu d'appartement que nous avons eu à la rue Saint-Ferriol. Grâce à leur courage, à leur savoir-faire, on a évité le pire. Bien sûr, ça a été une catastrophe avec 2 décédés, mais ça aurait pu être pire. Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, la municipalité vous en remercie sincèrement. Madame la Présidente, merci de donner les moyens aux sapeurs-pompiers du département. Au niveau municipalité, nous avons créé le conseil local de sécurité, prévoyance et de la délinquance. On travaille toujours avec des sigles, souvent on ne se rappelle pas ce que ça veut dire. Donc, je remercie également Brigitte Baranoff et Sophie Menahen, qui en sont les animatrices de ces diverses commissions. Commission avec les items suivants, les addictions, la vie scolaire et les violences intrafamiliales. Merci à vous. Nous venons de débloquer un budget conséquent pour mettre au niveau de la commune des vidéoprotections supplémentaires.
Donc chaque année, on ajoute au panel. Actuellement, nous avons 32 caméras sur la commune de Céré. Donc les points sensibles, on met des caméras. Cette année, elles sont prévues à l'entrée de la zone artisanale à Céré et au parc Michel Torrent, où on a pas mal d'incivilités. Dernièrement, vous avez vu sur la presse, nous avons doté la police municipale d'un cinémomètre pour justement essayer de combattre ce fléau qu'est les violences routières. Ça roule très vite et nous allons dans un premier temps faire beaucoup de prévention. Et ma foi, si vraiment les conducteurs exagèrent vraiment sur le dépassement de vitesse, ils seront verbalisés. Nous avons sécurisé les sorties des écoles, du lycée, du collège et également des écoles primaires dans la ville. Déjà, les gens sont contents, donc ceux qui ont travaillé avec moi, il y avait Sophie également. On a fait du bon boulot, tout le monde est content là-dessus. C'est pas mal. Nous sommes en train d'étudier également de sécuriser l'accès à l'école du Pont. Nous sommes en train de voir ce qu'on pourrait faire de mieux. L'école du Pont et également le quartier de Bunespan. Là aussi, ça roule très vite. Donc ces deux sécurisations, on va dire, vont voir le jour en 2024. Nous avons également tous les soucis climatiques. Comme vous le voyez sur la presse, à la télévision, on se noie de partout. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas une goutte d'eau. Mais je crois que, et là c'est l'expérience des sapeurs-pompiers qui parle, je crois que le jour qu'il va pleuvoir, on va faire comme les autres. Donc nous avons fait un plan communal de sauvegarde. Ce PCS prend en compte tous les aléas, tous les problèmes climatiques. Et nous avons doté ce plan communal de sauvegarde de matériel, comme les voitures, du matériel informatique, des radios, etc., etc. Donc nous sommes équipés pour être réactifs et performants au moindre problème. Nous avons mis à jour également le DICRIM. Le DICRIM, c'est un document d'information communale sur les risques majeurs qui existait déjà, mais nous l'avons mis à l'ordre du jour et on a ajouté 2 items supplémentaires qui est la pénurie d'eau et le radon, qui est un gaz incolore et inodore qui risque d'être très dangereux. Voilà en gros tout ce qui s'est fait actuellement. Je vais finir par, dans les jours qui suivent, début février, vont débuter les travaux du nouveau poste de police. Ce nouveau poste de police est situé sous le préau des HLM Marie-Guittard. Ce local fera une superficie de 180 mètres carrés avec 2 parties. Une partie pour les véhicules, les panneaux qu'ils ont, le matériel qu'ils ont, les vélos. Une partie des vies communes avec les sanitaires et de quoi se restaurer. La seconde partie, elle, sera opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y aura un accueil, il y aura les différents bureaux pour les agents et 2 pièces sécurisées pour mettre hors d'atteinte l'armement de la police municipale et la vidéoprotection. Merci à la police municipale pour l'excellent travail qu'ils accomplissent. Enfin, c'est une période de vœux, donc je vais souhaiter pouvoir travailler sereinement sur la sécurité maintenant des agents. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Moi, je voudrais, on va conclure la soirée. Je demanderai à Madame la Présidente du Conseil départemental Hermelide et à Monsieur Julien Baraillé de venir conclure la soirée avec moi. Et après, j'inviterai l'ensemble du Conseil municipal de me rejoindre sur la scène. Je voudrais vous féliciter au Conseil municipal parce que l'exercice n'était pas facile. Voilà, il y en a qui n'avaient pas l'habitude de prendre la parole en public. Ah, la première adjointe qui veut faire une intervention. Vous voyez, c'est très... Je ne suis pas sûre d'avoir dit l'information essentielle de la réunion avec la clinique. La clinique ne fermera pas. Mais oui, on le sait. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, si je l'ai dit, je le répète. Mais sinon, voilà. C'est quand même important parce que c'était... Bon, mais je voudrais... Merci, Brigitte. c'est juste une réorganisation Ils sont pas des soins. ordonnés, hein. Voilà.
Le problème dans ce genre de liste qui est plurielle, qui est passionnée, c'est qu'on n'arrive pas à les cadrer. Ça fait 3 ans que je n'y arrive pas. Merci Brigitte. Non, mais je voudrais quand même, parce que tout ça, ça se fait avec de la RH, du personnel, donc féliciter les services de la collectivité qui nous suivent. Je dis toujours, un projet de mandat, il est piloté par des élus, mais aussi il faut qu'on ait des services qui nous suivent là-dessus. Et je tenais à remercier l'ensemble des services. Donc notre directeur général des services, M. Paul Mignon, qui est dans la salle, et tous ses collaborateurs, Sabrina, je vais en oublier, mais je vous remercie à toutes et à tous qui, au quotidien, œuvrez pour la ville de Céret et l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais aussi remercier une adjointe qui n'a pas pris la parole ce soir, mais qui nous permet de faire tourner la boutique. C'est mon adjointe aux finances. Voilà, Stéphanie Justafré, qui est là-bas, qui se cache. Merci Stéphanie pour tout le boulot que tu fais pour la collectivité. Merci beaucoup. Voilà, donc ça a été. Et merci à vous d'être venus sur scène, présenter. Merci à tous les jeunes Céretans qui sont venus et qui ont pris du temps pour être là. J'espère que vous avez vu tous et que vous pouvez être fiers de votre ville, qui est une ville active, dynamique, riche. Et nous, on ne fait que, voilà, mettre tout ça en musique. Et on vous remercie à tous. Donc j'invite Madame la Présidente du département, Monsieur Julien Baraillé, de venir conclure avec nous. Et puis après, j'inviterai l'ensemble du conseil municipal de nous rejoindre. Merci encore de nous écouter et d'être patients. Merci. Tu m'as dit qu'il fallait être très courte. Je vais essayer. Je vous promets que je vais essayer. Je vais simplement rebondir sur ce qui a été dit sans en rajouter, puisque ça a été très bien dit. En ce qui concerne la santé, le contrat local de santé, le département est là. Et je vais dire à chaque fois que le département accompagne, enfin pas à chaque fois parce que sinon ce serait long, mais quelques exemples phares. Le contrat local de santé, donc, qui est en lien avec les 2 intercos et qui est accompagné par le département, mais bien sûr l'État à travers l'ARS également, bien entendu. Et puis, bien sûr aussi, vous avez parlé du centre public de santé municipal, mais en même temps, c'est dépend du GIP région-département, j'insiste lourdement, puisque sur le département, c'est vrai que comme les 13 départements ne participent pas à ce GIP Santé, qu'on n'est que 2 départements sur 13, il y a une tendance à ce que la région dise que c'est la région, ce qui est vrai. Et ici, c'est la région et le département. Et après Millas et Fourques, eh bien, c'est maintenant Céret et je crois aussi Amélie qui vont pouvoir sortir de terre pour salarier des médecins. Donc ça vient compléter le pack santé qu'il y a sur tout le département. Les maisons de santé pluriprofessionnelles qu'on a par exemple sur le Haut-Val-Espire, il y en a 3 en une. Et puis les pôles santé qui peuvent aussi être... donc on a un bel assemblage entre médecine libérale, toujours généraliste, médecine libérale et médecine salariée, et avec une pluriprofessionnalité des acteurs, vous l'avez dit. Donc un accompagnement effectivement du département sur le sujet. Je suis ravie aussi de voir que dans la CASA, on va parler d'échange de savoir. Ça, c'est presque plus personnel, mais voilà, ça fait partie du cheval de bataille sur lequel j'ai travaillé en tant que professionnelle, et j'y suis très attachée en tant qu'élue, et c'est pour ça qu'on parle de dialogue citoyen, de concertation citoyenne. Et ici à Céret, vous savez ce que c'est également, donc bien des choses en commun. Je ne reviens pas sur les pompiers et la sécurité, ça a été dit, mais je salue moi aussi le travail qui est fait. On investit dans le matériel, dans les casernes, mais aussi
dans les ressources humaines sur cette année et les années qui arrivent. Et je remercie encore une fois Monsieur le Préfet également sur le schéma départemental des risques par rapport aux pompiers qui a été signé il y a, juste à la fin de l'année, dès qu'on a réussi à le mettre en œuvre, à l'écrire et à le faire voter. Et puis, bien sûr, je ne reviens pas sur ça. Si j'étais sur la santé et les pompiers, donc je fais un clin d'œil sur l'EHPAD, bien sûr, la maison des seniors ou la maison des aînés, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que établissement pour personnes âgées dépendantes, ça fait un peu technique. Donc, cette dimension plus humaine, plus conviviale, quand on parle de maison de seniors ou de maison des aînés, ça reste une maison de retraite à l'ancienne, si on veut le dire. Et un beau projet qui sort de terre et enfin et sur le lieu que vous souhaitiez et que nous souhaitons, enfin, qui nous va bien aussi, on va dire, pour le département. Donc un beau projet pour les personnes âgées sont déjà accueillies, bien entendu, mais il fallait vraiment revoir cette maison de retraite. Donc là, c'est lancé, le lieu est bien trouvé et ça nous permet de bien y travailler. Là encore, alors le premier investisseur, ça reste, enfin, j'allais dire, c'est l'emprunt à la banque pour la maison de retraite, mais sinon, c'est le département et après, effectivement, l'ARS, et bien sûr en lien avec la commune. Pour le fonctionnement, c'est département et ARS, ou ARS et département, comme vous voulez. Donc, on y va. Je suis ravie du travail qui est fait sur le quartier gare, et vous le savez, dans les critères d'aide financière aux communes, la revégétalisation et la désimperméabilisation sont vraiment des enjeux importants et par rapport à la biodiversité, au paysage, mais aussi par rapport à la gestion de l'eau, j'allais dire de l'eau brute cette fois. Donc bravo de vous engager, et vous l'avez fait avant même que ça devienne parmi les critères du département. Donc bravo, donc on y est allé et on continue d'y aller avec grand plaisir pour l'accompagnement financier. Et puis, bien sûr, je ne peux pas évoquer cette dimension autour de l'eau. Alors, il y a l'aspect eau brute, mais aussi ce que M. Aguilot a dit tout à l'heure, eau potable et assainissement, où le département est là aussi pour accompagnement financier. Et puis, donc, dès qu'on a accompagnement financier, on a Robert Garabé, puisque c'est notre ministre des Finances au département. Hein, donc, vous l'avez sur place, c'est bien pratique, j'imagine, aussi pour vous. Et quand on parle d'eau, on pense biodiversité, on pense aménagement du territoire, et donc on pense PAEN. Et là, c'est Martine Roland, et tu l'as dit tout à l'heure aussi, qu'il faut remercier au département, et vous l'avez aussi sous la main, puisque ce sont vos deux cantonniers locaux, si je puis dire. Et là, ça veut dire qu'on laisse la place, bien sûr, à la nature, mais aussi à l'agriculture. Et sur ce moment compliqué pour le monde agricole en général, c'était important de pouvoir les citer. Vous l'avez dit, tu as parlé de la cerise, etc. Et il faut savoir que sur les PAEN, ce qui est valorisé le plus, c'est l'agriculture biologique, ou en tout cas raisonnée. Et donc, c'est très bien de pouvoir avancer sur ce dossier également avec l'aide du département, bien entendu. Forcément, alors j'ai un clin d'œil parce que tu as parlé d'agrumes, mais je pense que sur le territoire, c'est important de pouvoir avoir cette idée de faire évoluer aussi l'ensemble de nos productions agricoles, justement. Donc, ça fait partie des enjeux sur lesquels on va travailler. Et là, on va travailler plus largement. Du coup, je fais un clin d'œil par rapport aux vœux que j'ai déjà fait pour le département. On lance ce qu'on appelle le Labo PO, avec des moments de réflexion, des ateliers où on va mettre en relation, et j'allais dire des experts scientifiques qui vont pouvoir apporter une réflexion, mais aussi des experts locaux par rapport à cette dimension et de ce qu'on sait quand on travaille sur le territoire local, et cette confrontation et ce travail en commun, et en lien bien sûr là aussi avec les services de l'État, la préfecture à un moment donné, pour travailler sur ces sujets-là, puisqu'il y a et les incendies et l'eau qui sont dans les premiers sujets qui vont être travaillés, donc forcément en lien avec les communes et les intercommunalités. Je vais terminer. Alors, si, forcément, il y a la maison sociale de proximité pour le département, l'agence routière, bref, mais je voudrais terminer sur la culture, puisque vous avez parlé du musée de Céret. Nous avons accueilli Jean-Roch Dumont-Saint-Priest
pour le musée de Céret, que j'ai la chance et l'honneur de présider, mais avec à mes côtés, et bien sûr Michel Coste et Robert Garabé, et bien d'autres encore parmi le conseil municipal et la région, toujours aussi présente sur le sujet également. Et il y en a qui parlent des jeunes et il y en a qui leur font confiance directement, vous l'avez vu. On a un jeune conservateur avec plein d'ambition, d'énergie et de talent, mais ça, on a commencé à voir, mais on va continuer à voir aussi. En tout cas, de ce qui nous a déjà donné à voir, c'est enthousiasmant. Et vous l'avez entendu, c'est le centenaire de la naissance d'Anthony Tapiès. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est très, très agréable de pouvoir revoir le musée avec toute l'équipe dans ce cadre-là. Et puis Teresa Lancetta qui va arriver bientôt, comme on vous l'a dit. Un beau projet là aussi. Donc plein d'ambition et le lien fort avec la ville de Céret, comme ce qu'on avait envisagé. Donc c'est un beau projet là encore pour toute la ville de Céret et tout le reste de la culture. Donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit l'adjointe, sinon ce serait trop long. Donc vraiment un grand plaisir, non seulement de venir partager avec toi, cher Michel, les vœux à Céret, mais surtout de pouvoir accompagner tous vos beaux projets. Et je ne les ai pas tous cités, puisqu'on avait fait une réunion assez longue qui nous permettait de voir à plus long terme. Il y en a d'autres à arriver, oui, tout à fait. Et donc, voilà. Et je voulais, par rapport au clin d'œil sur le musée, faire un gros clin d'œil aussi à Joël Mété et aux amis du musée, parce que c'est aussi grâce à tout ce travail en commun avec finalement les citoyens, les Cérétanes et les Cérétans qui s'investissent, qui s'engagent, qu'on arrive à faire avancer ces beaux projets. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Une très bonne santé, du bonheur et de la réussite dans vos projets. C'est ce qu'on peut se souhaiter dans une France un peu plus apaisée et plus sereine. C'est ce qu'on peut se souhaiter à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, Président. Monsieur Varra. Julien, bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Préfet, Madame la Sous-Préfète, Mesdames et Messieurs les élus. Tout d'abord, vous dire que je suis très heureux d'être ici ce soir pour représenter la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, et notre présidente Carole Delga. Alors, c'est toujours assez particulier pour moi de venir à Céret parce que Céret, en fait, c'est le premier déplacement que j'ai fait en tant que conseiller régional. C'était au château d'Aubéry. C'était au moment du Tour de France, la soirée à la veille du Tour. Et j'avais remarqué, moi, en tant que conseiller régional, je m'étais dit, quand même, dans cette ville, on est dynamique. Ils sont à peine élus, ils ont déjà fait venir le Tour de France. C'est très, très bien. Alors, dans une autre vie, j'ai été élu à Prades. Je ne ferai pas de commentaires, mais il n'y avait pas tout à fait le même dynamisme. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce dynamisme, je vois qu'il existe toujours aujourd'hui. Je vois que tu as une équipe à tes côtés qui est extrêmement dynamique, impliquée sur leur sujet. Tu as beaucoup de chance parce que ce n'est pas le cas forcément dans toutes les communes. Et donc je voudrais simplement vous dire que vous pouvez compter sur le soutien de la région qui restera à vos côtés parce que je crois que vous avez la bonne stratégie. Vous avez une ville qui a énormément d'atouts. Vous pourriez tomber dans l'écueil de ronronner. Mais non, vous ne faites pas ce choix-là, vous faites le choix d'avancer, de rendre encore plus dynamique la ville. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour cette année 2024 et vous pouvez compter sur notre soutien. Merci beaucoup. Merci. Alors pour conclure, j'invite l'ensemble du conseil municipal à me rejoindre et puis on va passer, on va ouvrir ce moment de convivialité, on va le terminer par un moment d'échange, un verre de l'amitié. Et je voudrais passer en fond le projet de le futur 4e musée de Céret, le musée vivant, concernant les agrumes. Merci encore pour cette soirée, merci à vous et à très vite. Je voudrais juste remercier aussi toute l'équipe de com qui a fait un travail énorme.
Sabrina, Pierre, voilà, qui ont fait un boulot. Benoît qui est à la régie, qui a fait un boulot énorme pour pouvoir permettre l'organisation de cette soirée. Merci à eux. Allez, on peut allumer la salle et vous le regardez en fond, parce que ça dure 6 minutes, c'est super. Hein. Alors vous pouvez le regarder, l'écouter et déguster les quelques agapes qu'on a mis sur les tables. Merci à vous, bonne soirée à tous.